Je m'appelle Ségolène. J'ai 64 ans depuis le mois de février et je vais vous raconter ce qui s'est passé un jeudi soir de novembre quand ma fille Orinthie a posé son téléphone sur la table, lentement, comme on pose quelque chose qu'on n'a plus l'intention de ramasser, et m'a dit « Tu dramatises toujours tout, maman, c'est épuisant. » Elle ne criait pas. J'aurais peut-être préféré. Elle parlait avec cette voix particulière qu'on réserve aux personnes dont on a, depuis longtemps déjà, décidé de ne plus prendre tout à fait au sérieux. Une voix polie, distante, légèrement fatiguée. Je venais de lui dire que j'avais eu peur ce mois-là. Une peur concrète, nocturne, le genre qui vous prend aux épaules à 3 heures du matin et ne vous lâche pas facilement. Une douleur thoracique qui avait duré 2 jours et que le médecin avait finalement attribuée à l'anxiété, mais qui, pendant ces 2 jours-là, avait tout de même existé. Je pensais que c'était le genre de choses qu'une fille voudrait savoir. Au lieu de ça, j'ai eu ce mot, dramatisé. Je me souviens du bruit de la pluie contre la fenêtre. Je me souviens du bol de soupe que je n'avais plus envie de finir. Je me souviens surtout d'une pensée étrange, très froide, qui a traversé mon esprit avec une précision presque chirurgicale. Je ne sais plus ce que je représente pour cette femme. Si vous avez passé la soixantaine et que vous avez connu ce moment précis où vous regardez votre enfant et vous ne reconnaissez pas ce que vous êtes dans ses yeux, alors vous n'avez pas besoin que je vous l'explique davantage. Quelque chose a bougé dans la relation, sans que vous ayez eu le temps de voir le mouvement. Vous êtes devenu autre chose. Quelque chose de plus petit que ce que vous étiez. Personne ne vous a envoyé de notice pour vous expliquer comment naviguer là-dedans. Ce soir-là, je n'ai pas répondu à Orinthie. J'ai ramassé mon bol, je l'ai porté dans l'évier et j'ai dit que j'étais fatiguée. Elle est partie 1 heure plus tard avec ses enfants et je me suis assise dans le fauteuil de mon salon dans le noir pendant un long moment, à écouter la pluie. Et je me suis posé une seule question. Comment en est-on arrivé là? La réponse m'a pris plusieurs mois à regarder en face. Mon mari Corentin est mort il y a 7 ans. C'est une phrase que j'ai appris à dire simplement, sans le tremblement qu'elle avait les premières années. Après sa mort, j'ai fait ce que font beaucoup de femmes de ma génération quand la vie qu'elles avaient construite s'effondre. J'ai cherché une nouvelle utilité. Pas de manière spectaculaire, pas d'une façon qui aurait alerté quiconque. J'ai simplement commencé à dire oui plus souvent, plus vite, plus complètement. Orinthie avait besoin de quelqu'un pour récupérer les jumeaux à l'école le mercredi. J'y allais. Mon fils Théodule, qui vit en région parisienne, rentrait 2 fois par an et attendait que la maison soit dans l'état d'un hôtel. Je m'y assurais. Ma plus jeune, Blandine, organisait des dîners pour ses amis et m'appelait parfois la veille pour me demander si je pouvais préparer quelque chose de simple pour 12 personnes. Je préparais. Je me disais que c'était de l'amour, que c'était ce que l'amour faisait dans la pratique. Qu'être là, être disponible, être celle sur laquelle on pouvait compter en toutes circonstances, c'était ma façon de rester reliée à eux. De ne pas devenir le genre de mère qu'on oublie progressivement, avec la meilleure volonté du monde, parce que la vie va vite et que les gens qui ne servent à rien finissent par disparaître de la carte. Ce que je n'avais pas compris, ce que j'ai mis une honte de temps à comprendre, c'est que j'étais en train de leur enseigner quelque chose. À chaque oui sans hésitation, à chaque disponibilité offerte sans qu'on me la demande vraiment, j'écrivais une définition de moi-même. Et la définition que j'écrivais, c'était « Cette femme n'a pas de centre de gravité propre. Elle tourne autour des autres. » Orinthie avait cessé de me demander si j'étais libre avant de m'annoncer ses plans. Elle me donnait des horaires.
Théodule me parlait comme à quelqu'un de compétent, mais d'un peu lent, avec cette patience légèrement condescendante qu'on a pour les gens qu'on aime, mais qu'on ne considère pas vraiment comme des égaux. Blandine, la plus douce des trois en apparence, avait développé une façon de minimiser ce que je disais. Pas méchamment, presque tendrement, comme on réconforte un enfant qui a eu peur du nombre. Aucun d'eux ne cherchait à me faire du mal. C'est une chose que je veux dire clairement, parce que ce texte n'est pas une accusation. Ce qu'il faisait, c'est qu'il suivait une logique que j'avais moi-même installée, un rythme que j'avais donné, une partition que j'avais composée et qu'il jouait maintenant de mémoire, sans même y penser. Le jeudi soir avec Corinthie n'était pas la première fois que quelque chose avait fait mal. Mais c'était la première fois que j'ai laissé la douleur durer assez longtemps pour lui poser une vraie question. À 2 rues de chez moi vit une femme qui s'appelle Wulfilde. Elle a 67 ans, elle est traductrice littéraire, et elle a cette qualité rare de nommer les choses avec exactitude sans jamais avoir l'air de porter un verdict. Nous nous connaissions depuis des années sans nous connaître vraiment, le genre de voisinage chaleureux qui se tient sur le seuil et n'entre pas. C'est elle que j'ai rencontrée par hasard au marché, une semaine après le dîner avec Corinthie. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Nous discutions de Clémentine, et puis je lui parlais de cette soirée, et ma voix faisait des choses que je n'avais pas autorisées. Wulfilde n'a pas meublé le silence avec des paroles de consolation. Elle a attendu que j'aie fini. Puis elle a dit « Est-ce qu'elle parlerait ainsi à quelqu'un qu'elle considère comme son égal ?» J'ai dit que je ne pensais pas. « Non, a-t-elle dit, on ne parle pas comme ça aux personnes qu'on croit capables de nous contredire. » Cette phrase a continué à vivre en moi pendant des jours. Je la retournais le matin en faisant du café. Je la retrouvais le soir avant de dormir. Parce que ce qu'elle pointait n'était pas la cruauté de ma fille, qui encore une fois n'existait pas vraiment. Ce qu'elle pointait, c'était une croyance. Une croyance que mes enfants avaient et que je leur avais enseignée moi-même, l'idée que je n'étais pas quelqu'un qui allait répliquer. J'ai commencé à recenser les moments où cette croyance m'avait guidée à mon insu. Le nombre de fois où j'avais commencé une phrase par « Je suis désolée de déranger, mais… » Le nombre de fois où quelqu'un m'avait interrompu et où j'avais simplement replié ce que j'étais en train de dire comme un tissu qu'on range dans un tiroir. Le nombre de fois où j'avais transformé une vraie opinion en une suggestion timide pour ne pas risquer de froisser. Le nombre de fois où j'avais dit « comme tu veux » alors que je n'aurais pas voulu du tout. Je faisais ça depuis si longtemps que je ne le voyais plus. C'était devenu la forme naturelle de mon passage dans le monde. Le premier changement a été minuscule. Il m'a quand même coûté quelque chose. Blandine m'a appelé un mardi matin pour m'informer, pas me demander, m'informer, qu'elle avait besoin que je garde son appartement et ses plantes pendant 10 jours en mai, parce qu'elle et son compagnon Étienne partaient en voyage. Elle avait déjà réservé. Elle me donnait les dates. Elle voulait juste me confirmer les codes. J'aime Blandine. J'aime ses plantes aussi, pour être honnête. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il n'y avait pas de point d'interrogation dans ce qu'elle m'avait dit. Pas un seul. J'ai dit « Ce n'est pas possible pour moi ces semaines-là. » Il y a eu un silence. J'ai presque pu entendre Blandine reformuler sa perception de la situation. « Pourquoi ?» a-t-elle dit, et c'est là que l'ancienne version de moi aurait commencé à s'effondrer, aurait inventé quelque chose de réfutable, aurait utilisé des mots comme « je crois »,« peut-être », mais si vraiment tu ne trouves personne d'autre. J'avais dans les oreilles la phrase de Wulfilde, « les personnes qu'on croit capables de nous contredire », et j'ai dit, « j'ai des choses de prévues, je peux t'aider à trouver une autre solution si tu veux ». Elle n'était pas contente. Elle a été polie dans son mécontentement, ce que j'ai apprécié, mais le mécontentement était là.
audible entre les phrases. Nous avons raccroché sans avoir résolu le problème, et je me suis assise avec l'inconfort de l'avoir déçu. Et j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Je pouvais le supporter. Cet inconfort était réel, mais il n'était pas insurmontable. Il y a une différence considérable entre ce qui fait mal et ce qui détruit. J'avais confondu les deux pendant des années. Je n'ai pas rappelé pour revenir en arrière. Je n'ai pas transformé mon non en quelque chose de plus digeste. J'ai laissé la limite là où je l'avais posée. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à observer mes propres réflexes avec une attention nouvelle. La déférence automatique, la qualification excessive, les excuses pour avoir pris une place qui m'appartenait légitimement. Je me suis imposé une discipline simple qui demandait un effort réel à chaque fois. Avant d'accepter quoi que ce soit, je m'accordais le temps de répondre à une seule question. Est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie ou parce que j'ai peur de ce qui arrive si je refuse? Si la réponse était la peur, j'essayais de dire non. Pas froidement, pas avec un discours, juste « non, ce n'est pas possible » ou « j'ai besoin d'y réfléchir », qui est une phrase complète et n'appelle aucune justification supplémentaire. Ce « j'ai besoin d'y réfléchir » était important. Toute ma vie, j'avais répondu immédiatement, comme si ma valeur se mesurait à la vitesse à laquelle je me rendais disponible. Attendre 2 jours avant de rappeler Blandine ou prendre 1 semaine avant de dire à Théodule que je n'étais pas à l'aise avec un arrangement qu'il avait décidé sans me consulter, ces délais les ont désorientés au début. Ils n'étaient pas habitués à ce que j'ai une vie intérieure qui prenait du temps à consulter. J'ai aussi arrêté de me justifier au-delà du raisonnable. C'est plus difficile que ça en a l'air. L'envie de surexpliquer, d'accumuler les raisons jusqu'à ce que le non soit noyé sous une telle quantité de contexte qu'il cesse d'exister. Cette envie était profonde et ancienne. Je devais consciemment l'arrêter. Je disais ce que j'avais décidé, puis je m'arrêtais. Le silence qui suivait était parfois inconfortable. Je le laissais être inconfortable. Je les laissais le remplir comme il pouvait. C'est à cette époque que j'ai recommencé à faire de la céramique. J'avais fait de la poterie pendant des années, dans la trentaine et la quarantaine, et j'avais arrêté pour aucune bonne raison. La façon dont on abandonne les choses qui sont entièrement pour soi, quand la vie se remplit de choses qui sont pour tout le monde. Il y avait un atelier collectif à 20 minutes de chez moi, que j'avais regardé sur Internet plusieurs fois sans jamais appeler. J'ai appelé en décembre. J'ai commencé en janvier. Le premier soir, je me suis assise devant un tour et j'ai raté tout ce que j'essayais de faire, et c'était parfait. Les gens autour de moi ne me connaissaient pas en tant que mère de qui que ce soit, en tant que veuve de Corentin, en tant que service rendu ou aide disponible. Ils me connaissaient en tant que Ségolène, qui avait des choses à dire sur l'argile et qui riait facilement quand ses bols s'effondraient. C'était d'une modestie déconcertante, comme redécouverte. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi ça m'a touchée aussi profondément. J'ai aussi recommencé à lire, vraiment lire, pas juste les pages qu'on parcourt avant de s'endormir. J'ai rejoint un groupe de lecture informel que 3 femmes de mon quartier avaient organisé. Woolfield en faisait partie, ce n'est pas un hasard. On se retrouvait le mercredi après-midi. On débattait, on n'était pas toujours d'accord. Personne ne m'invitait à adoucir ce que je pensais pour ne pas perturber l'ambiance. J'ai autorisé mon téléphone à être éteint le soir. J'ai commencé à manger à des heures qui me convenaient plutôt qu'à des heures qui anticipaient des visites hypothétiques. J'ai dit « je suis occupée » sans annexer un dossier de preuves. Aucun de ces gestes n'est spectaculaire. Je tiens à cette honnêteté. Aucun d'eux n'a transformé ma vie de manière visible et soudaine. Mais ils s'accumulaient. Et ce qu'ils construisaient, lentement, c'était quelqu'un qui commençait à se ressembler à nouveau. Théodule a été le premier à nommer quelque chose.
Il m'appelait un dimanche, j'étais disponible, j'avais simplement cessé d'avoir réorganisé mon après-midi entier en prévision, et à un moment de la conversation, il a dit « Tu es différente ces derniers temps, maman. Moi, je ne sais pas. Moi sur le qui-vive. Je n'en ai pas fait un événement. J'ai dit que j'allais bien et je lui ai posé des questions sur son travail. Mais j'ai noté ce mot, sur le qui-vive. Il avait vu quelque chose sans savoir exactement ce qu'il avait vu. Orinty est passé un samedi sans prévenir. J'étais en train de partir chez Woolfield. Elle m'a trouvé sur le palier avec mon manteau. J'espérais qu'on pourrait parler, a-t-elle dit. Je rentre vers 18h, lui ai-je répondu. Tu peux revenir ou me téléphoner. Elle a eu une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps sur son visage. Pas de la contrariété, quelque chose de plus complexe, comme quelqu'un qui recalcule. Elle a rappelé le mardi suivant, pas pour me demander quelque chose, pour bavarder. Nous avons parlé pendant 1 heure. En fin de conversation, elle a dit, avec une maladresse inhabituelle chez elle, « Je crois que j'ai été injuste parfois. Dans la façon dont je te parle. Je veux faire attention à la façon dont je décris ce moment, parce qu'il serait facile de l'ériger en scène de réconciliation, la scène où tout se répare, où la leçon est tirée, où nous nous comprenons enfin parfaitement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit « je l'entends » et ça compte, et que nous avons continué. La relation n'a pas changé de nature d'un coup. Elle a commencé à se déplacer, millimètre par millimètre, de la façon dont se déplacent les choses réelles. Blandine, lors d'un déjeuner en février, ne m'a pas présenté d'excuses pour les plantes de mai. Mais elle m'a demandé ce que je lisais en ce moment. Quand je lui ai répondu, elle a posé son téléphone et elle a écouté vraiment. Elle a dit qu'elle aimerait peut-être rejoindre un groupe de lecture elle aussi, un jour. C'était une petite porte. Nous l'avons franchie ensemble sans signaler ce qu'il y avait eu de chaque côté. Je pense souvent à une femme que j'ai connue dans mon enfance, ma grand-tante Iphigénie, qui était la personne la plus accommodante que j'ai jamais rencontrée. Elle disait oui à tout ce qu'on lui demandait. Elle anticipait le moindre inconfort des autres et le dissolvait avant qu'il devienne perceptible. On la chérissait sincèrement, profondément, et j'ai très peu de souvenirs de quelqu'un lui ayant demandé ce qu'elle pensait d'une situation. Non pas par indifférence, mais parce qu'elle s'était arrangée si complètement autour du confort des autres que sa propre vie intérieure était devenue pratiquement transparente. J'aimais Iphigénie, et je n'ai aucun souvenir d'une conversation avec elle où j'ai eu le sentiment de parler à quelqu'un qui avait véritablement quelque chose en jeu. C'est ça, précisément, que je voulais défaire. Pas l'amour que mes enfants me portent, je n'en ai jamais douté, mais l'invisibilité, l'arrangement tacite qui m'avait placé dans la catégorie des personnes dont les émotions sont à gérer, non à consulter. On ne défait pas cet arrangement en l'expliquant aux gens qui en ont bénéficié. On le défait en se comportant différemment et en laissant les autres s'ajuster. Certains le font. Certains ont besoin de plus de temps. Certains traversent leur propre perte et confusion et ne peuvent pas, pour l'instant, vous voir avec la clarté que vous méritez. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'ils sont humains, limités, et qu'ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont. C'est une grâce difficile à accorder. J'apprends encore à l'accorder sans me perdre dans le mouvement. Il y a quelque chose dont je suis convaincue maintenant, depuis le côté de ces transformations que je viens de décrire. Le respect ne se dirige pas vers celle qui le cherche. Il va vers celle qui l'a déjà établie en elle-même et qui vit simplement depuis cet endroit. J'ai passé des années à essayer de mériter quelque chose qui n'était pas en réalité méritable, pas par les voies que j'empruntais. Chaque oui que je donnais dans l'espoir d'être reconnu
enseignait aux gens que j'aimais que mon attention et mon temps étaient inépuisables et interchangeables avec leur commodité. Chaque excuse pour avoir pris de la place confirmait que prendre de la place était quelque chose qui réclamait une autorisation. Le jour où j'ai cessé de fonctionner depuis cette prémisse, le jour où j'ai recommencé à traverser ma propre vie comme quelqu'un dont la présence a un poids inhérent, qu'il soit reconnu ou non, ce n'est pas le jour où mes enfants sont devenus subitement différents, mais c'est le jour où j'ai arrêté d'attendre qu'ils me donnent l'autorisation de me sentir entière. C'est ce que personne ne vous dit quand les rôles commencent à glisser et que le regard de votre enfant contient quelque chose de gestionnaire, quelque chose de légèrement distrait, quelque chose qui vous traite comme une question à résoudre plutôt que comme une personne à écouter. Personne ne vous dit que la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est ni d'argumenter, ni de vous retirer, ni de poursuivre une approbation qui recule à mesure que vous avancez. C'est simplement de redevenir plus pleinement la personne que vous êtes. À 64 ans, je rate des bols en céramique le vendredi soir et je trouve ça satisfaisant. Je lis des livres qui m'intéressent réellement et j'en parle avec des gens qui ont envie de mes opinions. Je dis non avec une netteté qui ne me semble plus brutale. Je suis en désaccord quand je suis en désaccord. Je laisse le silence exister après ce que je viens de dire sans me précipiter pour l'adoucir. Mes enfants s'ajustent. Théodule appelle plus souvent qu'il y a un an et nos conversations durent. Orinthie et moi sommes en train de lire le même livre. C'est elle qui me l'a suggéré, ce qui aurait semblé impossible il y a 18 mois. Blandine m'a dit lors de notre dernier déjeuner qu'elle voulait entendre ce que je pensais vraiment du choix qu'elle envisageait, pas la version rassurante. J'ai failli rire. Je lui ai dit que la version rassurante avait pris sa retraite. Elle a semblé soulagée. Ce n'est pas une résolution parfaite. Les familles ne sont pas des histoires à dénouement net. Ce sont des négociations permanentes entre des personnes qui s'aiment imparfaitement et cherchent toutes, simultanément, à comprendre qui elles sont. Ce que je peux vous dire, c'est que cette négociation se sent différemment maintenant. Je m'y sens différente, plus présente, plus solide, moins effrayée par le coup de ma propre honnêteté. Si vous êtes là où j'étais, si vous vous retrouvez dans votre cuisine après qu'une personne que vous avez élevée vous a parlé comme si vos pensées étaient un bruit de fond, comme si votre âge vous avait rendu périphérique, comme si vous deviez votre disponibilité à quiconque en avait besoin, alors je voudrais vous dire ceci. Ce que vous ressentez est réel et il pointe vers quelque chose. Pas vers la colère, pas vers le retrait, vers vous-même. Vous étiez quelqu'un avant d'être leur mère. Vous êtes encore cette personne. Les opinions que vous portez ont du poids. La vie que vous vivez a une valeur qui ne diminue pas sous l'effet de leur distraction. Vous n'avez pas à vous reconquérir. Vous avez seulement à vivre depuis vous. Commencez petit. Laissez un oui devenir un non. Laissez une excuse ne pas être prononcée. Laissez une limite tenir là où vous l'avez posée, sans courir la ramollir ensuite. Regardez ce qui se passe quand vous cessez de vous contracter. Ce que j'ai trouvé, de l'autre côté de tout cela, ce n'était pas une famille réparée, ni une dynamique corrigée, ni des enfants transformés en versions idéalisées d'eux-mêmes. Ce que j'ai trouvé, c'était Ségolène, encore là, encore curieuse, encore quelqu'un à qui ça vaut la peine de parler. Encore, après tout ça, suffisante. C'est tout ce que j'avais besoin de retrouver.